malheureusement. Alors, bon, en tout cas, merci de votre participation. Voilà, ce webinaire est proposé donc dans le cadre des actions avec l'OPQIBI, donc par rapport au RGE 2014. On le propose syndicat NR Plan dans le cadre de l'animation filière par rapport donc aux actions SOCOL, qui sont destinées à structurer et animer la filière du solaire thermique collectif. Et donc, je vais détailler quelques éléments également sur l'initiative en général. Tout d'abord, je voulais rappeler quel était le contexte et pourquoi cette intégration dans la nomenclature 2014 RGE études solaire thermique de l'OPQIBI. Donc, c'était suite à une demande qui émanait de l'ADEME et de la filière notamment, par rapport justement à ces besoins de structuration. Donc l'ADEME en fait nous mandate, notamment, on a une convention avec l'ADEME pour l'action SOCOL, pour des actions qui sont justement déterminées en commun. Et dans ces actions, dans ce bouquet d'actions, on a l'harmonisation des différentes qualifications. Et donc, on avait déjà, au niveau de ce qui était les déroulés de formation et les qualifications pour le solaire thermique collectif, notamment ce qui concerne les installateurs, dans le Calisol collectif, on a déjà intégré la notion de mise en service dynamique et de suivi de façon de plus en plus détaillée d'ailleurs en ce qui concerne non seulement la théorie, mais surtout la pratique et les TP. Et également dans le déroulé SOCOL exploitant, donc qui a été élaboré l'année dernière et qui a démarré cette année en termes de formation avec l'harmonisation des formations des exploitants en solaire thermique par les centres de formation agréés. Également, donc, on a cette notion de mise en service dynamique et qui est vraiment étroitement liée évidemment au suivi, et qui se base sur ces éléments et ces outils SOCOL. Donc l'idée, c'était d'harmoniser avec les bureaux d'études, sachant que évidemment pour les bureaux d'études, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas vraiment mettre en place cette notion-là au niveau de la formation. C'est beaucoup plus simple pour les installateurs et les exploitants, puisque on connaît les centres de formation, ils sont agréés, ils sont identifiés. Par contre, en ce qui concerne les ingénieurs en bureau d'études pour le solaire thermique, on a une multitude de manières de se former, et au niveau également des universités, etc. Donc, on ne peut pas maîtriser, bien évidemment, le déroulé de formation des écoles et des organismes de formation pour les ingénieurs bureau d'études en ce qui concerne donc le solaire thermique. Donc la seule solution qu'on a vraiment, c'est d'en passer par la qualification, et donc c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec l'OPQBI donc pour intégrer la notion, pour qu'elle soit connue des bureaux d'études. Et ça, c'est également dans l'optique de l'évolution du fonds chaleur, puisque l'ADEME demande de plus en plus pour le paiement donc justement des aides du fonds chaleur, cette notion de mise en service dynamique. Donc c'est déjà en place en Auvergne-Rhône-Alpes à titre expérimental, et cette année dans tout ce qui va être aussi aide à la réhabilitation des installations, et également c'est obligatoire. Donc on a besoin que les bureaux d'études soient au courant, parce que lorsqu'ils vont être intégrés dans un projet dans lequel on va devoir réaliser un dossier d'aide fonds chaleur, eh bien, il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit lorsqu'on va leur demander de s'impliquer dans une mise en service dynamique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être amené à se développer de plus en plus. Donc, par rapport à ça, ce qui a été fait, c'est de modifier la nomenclature. Donc, vous avez dû recevoir
la nouvelle nomenclature au PQIBI. Donc le texte qui a été retenu par l'OPQIBI, c'est celui qui est affiché ici. Donc on parle de mise en service dynamique, mais bien sûr on parle aussi de suivi, et donc on fait référence aux outils et à la plateforme Socol. Donc ce qui est important, c'est évidemment que ces outils ils sont mis à disposition de manière complètement libre et gratuite. Et donc c'est un service qui est donné à la filière. Il n'y a absolument aucun intérêt en fait de la part de Socol. C'est le service en fait qui est donné sur la plateforme gratuitement. Donc l'objectif, c'est que les bureaux d'études puissent connaître les outils Socol. Alors, de plus en plus, ils connaissent notamment les ratios de dimensionnement, les schémas, mais ils ne connaissent pas toujours toute la gamme d'outils. Et surtout cette mise en service dynamique qui est relativement récente et surtout qui est développée de manière encore plus récente sur le terrain. Donc le but évidemment c'est toujours d'obtenir cette fiabilisation des installations et de s'assurer qu'on a une performance dans la durée. Et c'est aussi pour rassurer les maîtres d'ouvrage parce que la demande elle vient aussi de constats qu'on a fait avec eux. Donc, je vais essayer de vous expliquer de manière assez concrète ce qu'on entend par là. Pardon. Donc, tout d'abord, on a mis en œuvre cette démarche parce que les maîtres d'ouvrage avaient beaucoup de mal avec justement la notion de connaissance de leur installation. Ils revenaient très très souvent de la part de maîtres d'ouvrage un peu déçus qui se disaient un peu démotivés pour des projets en solaire thermique, qu'ils n'avaient pas du tout l'impression de savoir ce qui se passait, qu'au niveau de la maintenance, c'était un petit peu vraiment le chaos, qu'on ne comprenait pas trop ce qui se passait, que souvent les coûts étaient élevés et il y a des problèmes techniques qui n'étaient pas du tout maîtrisés dans la durée. Et donc, c'est un problème pour évidemment le développement de la filière. Et par rapport à ça, on a identifié aussi qu'on avait souvent un espèce de vide en fait au moment de mettre en service l'installation. Il y a un décalage, notamment dans le neuf, fréquent avec la réception, puisqu'on va faire souvent la réception de l'installation en même temps que le gros œuvre et que tout ce qui est chauffage, etc. Et en fait, on n'a pas forcément les utilisateurs qui sont présents, les habitants notamment des logements qui sont déjà dans les lieux. Et pendant cette période dans laquelle il n'y a pas d'utilisation, évidemment, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est soit les installations étaient mises en marche parce que les personnes, les professionnels impliqués n'étaient pas forcément des professionnels du solaire et donc en fait on avait des problèmes évidemment après de surchauffe et dans les installations étaient endommagées. Ça c'est une des causes fréquentes qu'on a relevées de dysfonctionnement et d'installation défaillante. Et ensuite, comment faire revenir les acteurs pour la mise en service et le suivi de l'installation lorsqu'il s'est écoulé plusieurs mois depuis la réception, ils ne se sont plus impliqués. Donc, il faut vraiment combler ce vide. Et également, ce qui revient souvent, c'est qu'il y a un manque de documentation. En fait, lorsque l'exploitant prend en main l'installation, il n'a aucune notion de comment a été réalisée l'installation, comment est-ce qu'elle est vraiment suivie, est-ce que le suivi fonctionne. Et donc parfois on se retrouve dans la situation un petit peu ridicule où l'exploitant, comme il ne comprend pas comment ça marche, il arrête carrément le solaire et l'installation ne fonctionne que sur la pointe. Pardon. Donc on a voulu vraiment distinguer cette étape de la réception. Et donc également de manière juridique, on a identifié qu'il y avait des enjeux. On a travaillé avec un juriste pour aussi évidemment accompagner les acteurs pour mettre en place des documents juridiques qui soient adaptés et qui permettent justement de bien déterminer la différence entre la réception et ensuite cette mise en service qui va se faire dans la durée. Donc, au moment où on a assez d'utilisateurs et qu'on a assez de puisage en fait pour pouvoir justement mettre en place cette mise en service dynamique, on va démarrer la procédure.
Donc, pendant cette procédure, on va s'assurer que l'installation fonctionne correctement et si ce n'est pas le cas, les acteurs restent mobilisés pour la mettre à niveau. Et on va également remplir un carnet de bord. Donc, on va mettre en place vraiment un suivi technique avec des relevés précis qui vont permettre d'accompagner l'ouvrage dans la durée. Donc, par rapport à ça, ça veut dire également s'assurer qu'on va avoir un lien avec toutes les étapes de l'installation, notamment au niveau des points de vigilance que le terrain nous a un petit peu appris à maîtriser et à contrôler. Donc évidemment les schémas, donc dans le livret de mise en service dynamique qui va être remis finalement à la fin de cette période de mise en service dynamique, on va avoir tout un tas de documents qui vont permettre de s'assurer que tout est vraiment contrôlé et que tout est en ordre. Donc, on va devoir évidemment fournir le schéma et les documents de l'étude qui vont être pertinents pour justement ensuite aussi rassurer, accompagner le maître d'ouvrage, mais évidemment également guider l'exploitant dans la suite de la mise de la vie de l'ouvrage. Et donc également, ça va être un contrôle que dans la mise en œuvre, l'installateur a fait les choses correctement, que c'est conforme à ce qui a été fait, à ce qui a été demandé et préconisé par le bureau d'études, et sur les erreurs qui sont les plus fréquentes en fait, et qu'on a là aussi identifiées au niveau des retours terrain. Donc par rapport à ça, donc également ça permet de renforcer les points de contrôle. Ça permet aussi de mettre dans ce fameux livret de bord technique les éléments de documentation relatifs à la réception. L'idée, c'est vraiment que dans cette pochette, en fait, il est tout ce qui va être utile dans la vie de l'ouvrage, à chaque étape. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une bonne prise en main, vraiment à tous les niveaux, et de garder tous les acteurs impliqués. Donc, le fabricant de capteurs, l'installateur, le bureau d'études, tout au long de cette étape. Donc ensuite, les objectifs, donc c'est également bien entendu une mesure de la production réelle. On va la comparer au théorique en vérifiant évidemment avec les données d'ensoleillement. On va vérifier tout ce qui est vraiment utile au niveau de ce suivi pendant les premiers mois de vie de l'installation et remplir ce fameux carnet de bord. L'idée, évidemment, c'est que le suivi adapté soit mis en place dès le démarrage. Et donc, pendant cette période, les professionnels impliqués restent engagés. Donc, comme je l'ai dit, un fabricant de capteurs, à minima, bien entendu, le maître d'ouvrage peut, s'il le souhaite, rajouter des acteurs, le bureau d'études et l'installateur. Et l'idée, c'est que l'exploitant, lui, soit impliqué pendant cette étape-là en tant qu'observateur pour prendre en main l'installation, dès qu'il est identifié, dès qu'il est, on va dire, rajouté à l'équipe, mais il n'est pas responsable puisque pendant cette période, vraiment, ce sont les personnes qui ont, les entreprises qui ont collaboré à la mise en œuvre, à l'installation, à la conception, qui sont vraiment partie prenante dans cette période-là. Donc ça, évidemment, ça, comme je le disais un petit peu tout à l'heure en introduction, ça sous-entend une installation qui soit également bordée au niveau juridique, au niveau de cette procédure. Donc on a fait élaborer par un juriste une charte de mise en service dynamique. Au niveau de cette charte, en fait, chaque acteur concerné va la signer dès qu'il est identifié, dès qu'il rejoint le projet. Et donc, il s'engage à renseigner le livret technique SOCOL et évidemment à participer aux réunions
éventuelles et à mettre à niveau l'installation si jamais les performances mesurées n'étaient pas au niveau de ce qui était attendu par rapport à l'étude qui a été faite. Donc, ça veut dire que dès l'avant-projet, le maître d'ouvrage va intégrer une clause type qui est également fournie, qu'on a également fait élaborer dans le cadre des travaux SOCOL, donc qui est également disponible évidemment gratuitement en ligne. Donc le maître d'ouvrage va intégrer cette clause au document de marché, donc pour s'assurer que les acteurs vont bien s'engager à respecter cette charte. Et donc au fur et à mesure que le projet prend forme, chacun va signer cette charte et va s'engager à la suivre. Donc, les documents juridiques, ils sont disponibles sur le site en version Word et ça va permettre de mettre en œuvre cette procédure sans engager de frais, sans avoir vraiment d'acteurs supplémentaires parce que l'idée, c'est pas d'avoir une contrainte, c'est vraiment d'accompagner les acteurs dans une démarche de fiabilité, dans une bonne pratique, sans que ça doive rajouter un acteur supplémentaire ou des frais supplémentaires. Donc les outils sont disponibles. Donc ensuite, pendant la mise en œuvre, les documents préconisés sont rassemblés donc au sein de ce fameux livret de bord. Donc le livret technique se remplit évidemment au fil du temps et donc également ce livret technique, il est disponible sur le site SOCOL. Et donc, à la fin de cette période de mise en service dynamique, on va remettre à l'exploitant l'installation qui aura été vérifiée, qui aura été certifiée, entre guillemets, fonctionner correctement. Donc, on va avoir toutes les étapes de vérification. Donc, ce sont surtout des cases à cocher, des lignes à remplir. Alors, on a voulu se livrer de manière très, très complète pour qu'ils puissent s'adapter aux installations les plus complexes. Bien évidemment, les acteurs vont s'adapter en fonction de la taille de l'installation et il n'est pas obligé de remplir toutes les cases, mais on a vraiment voulu quelque chose qui permette de s'adresser au maximum de typologies. Donc vous retrouvez ces éléments sur le site SOCOL. Et on retrouve également toutes les listes des documents qui doivent être fournis, qui doivent être mis à la disposition du maître d'ouvrage et du bureau de l'exploitant à la fin de cette période. Et donc cette documentation, il y a évidemment aussi des moyens de s'assurer qu'on n'a rien oublié. Donc ce qu'on a voulu faire vraiment en sorte que ce soit quelque chose de simple, sans acteurs supplémentaires, avec des documents disponibles et également pour rassurer, comme je le disais, ces maîtres d'ouvrage. Et donc, la fiche pédagogique qui explique comment ça fonctionne, le livret technique dont j'ai parlé et tous les documents contractuels sont téléchargeables sur le site. Donc, l'idée, c'est évidemment de s'inscrire dans une démarche globale. Donc, tous les outils qui vont aller un petit peu de manière satellitaire accompagner cette mise en service dynamique, ils sont sur le site. Donc, on va avoir également tout dans la partie formation de SOCOL, les dates de formation pour les différentes qualifications pour les installateurs, les exploitants, etc. sur le site. Et on va avoir à chaque étape donc les outils qui vont permettre d'accompagner cette procédure. Et donc, les bureaux d'études, évidemment, vont être surtout intéressés par la partie conception et donc ensuite par la partie mise en service, donc par rapport à cette mise en service dynamique, et bien entendu, le suivi. Donc, voilà, pour terminer, je voulais vous préciser également que, je ne sais pas si vous connaissez le site SOCOL, mais on retrouve une série de fiches techniques et de vidéos sur des installations exemplaires dans toute la France et dans toutes les typologies d'applications.
Et donc j'insiste vraiment que ces outils, ils sont en accès libre et gratuit. Donc par rapport au bureau d'études, vraiment ce qui va intéresser le bureau d'études par rapport au changement de cette nomenclature, c'est d'avoir accès à cette information. Donc c'est pour ça qu'on a bien mis le lien en fait sur la nomenclature, la référence au site Sokol et aux outils. Et également, c'est bien identifié sur le site Sokol dans la partie sur le bouton mise en service et suivi et maintenance. Donc tous les éléments sont là et également on va avoir les éléments Sokol sur le suivi. Donc vous en tant qu'instructeur, vraiment ce qui va être attendu, c'est que au niveau de la nomenclature, vous puissiez vous assurer que le bureau d'études a bien fait la démarche d'aller voir sur le site et d'intégrer le fait que il faut qu'on puisse vraiment comprendre qu'il a la connaissance de cette procédure et également c'est un enrichissement par rapport à la nomenclature précédente en ce qui concerne le suivi, puisque on demandait et on demande toujours d'ailleurs à ce que le bureau d'études il soit capable de prouver qu'il a fait au moins 3 offres de suivi. Et ces offres de suivi, finalement, elles n'étaient pas du tout évaluées au niveau de la qualité. C'était seulement une évaluation quantitative. Et malheureusement, le suivi, même si ce n'est pas un suivi adapté qui est préconisé, on est un petit peu à côté des objectifs. Donc, l'idée, c'est aussi qu'ils se rendent compte que c'est assez facile d'identifier le type de suivi, puisque sur le site Sokol, on a également des outils qui permettent de choisir le bon niveau de suivi en fonction de la taille notamment de l'installation et des objectifs du maître d'ouvrage. Donc là aussi, c'est un peu l'idée, c'est de simplifier la tâche. Alors vous allez peut-être être amené du coup au début à avoir plus devoir faire plus de demandes de DRC, puisque vous allez peut-être retrouver qu'au départ, les bureaux d'études n'ont pas forcément le réflexe d'aller sur le site Sokol. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'ils ont connaissance de ces outils et qu'ils comprennent bien les enjeux et qu'ils ont bien compris notamment cette procédure de mise en service dynamique, puisque encore une fois, ça s'inscrit dans la logique de l'évolution notamment des projets en franche chaleur, sachant que beaucoup de bureaux d'études justement qui vont postuler pour le 2014, c'est dans l'optique de pouvoir faire bénéficier le maître d'ouvrage des aides de l'ADEME. Donc il faut absolument qu'ils comprennent que le marché, en tout cas au niveau de l'ADEME, la manière dont la filière se structure, ça va dans ce sens-là. Et donc qu'ils maîtrisent bien ces éléments de mise en service dynamique. Donc je vais vous redonner le micro, j'allais couper pour pas avoir de bruit parasite, pour voir si vous avez des questions. Oui, moi j'avais une question pour la 2014. En fait, le référentiel il sera mis en activité quand? Parce que cette nouvelle nomenclature? Ouais. Ouais, c'est dès le mois de juin. C'est pour ça que ce webinaire est organisé maintenant. C'est pour toutes les demandes à partir du mois de juin. Oui. Ok, parce qu'on va encore avoir des demandes, on va avoir un chevauchement et ça c'est vrai que c'est une grosse modification. Parce qu'il y a encore des demandes qui sont antérieures, qui vont encore nous arriver parce que le temps que les dossiers remontent, soient scannés et tout, ça va mettre plusieurs mois. Alors oui, mais je pense que là, celles qui sont arrivées avant que la nomenclature change, je pense qu'elles seront encore sous l'ancienne nomenclature. Après, ça vous empêche pas
par souci, parce que l'idée, enfin, après il y a la qualification, c'est une chose. Après, de manière beaucoup plus large, il y a aussi on va dire la volonté d'aller de l'avant avec la filière. Donc vous, ça vous empêche pas aussi dans vos échanges avec le bureau d'études, même si c'est sous l'ancienne, on est sous la demande, elle va relever parce qu'elle a été faite peut-être au mois de février ou mars. Évidemment, on va pas leur demander d'intégrer ça à leur méthodologie, puisque c'était pas demandé au moment où ils ont fait la demande. Si vous avez le temps, vous pouvez toujours leur envoyer quand même le lien en leur précisant. Après, je sais que c'est beaucoup de travail de gérer un dossier de 2014, mais c'est toujours, si vous avez une DRC, ça vous empêche pas dans le courant du dossier de dire bon ben là aujourd'hui ça vous était pas demandé, mais pour information, connaissez-vous les outils Socol, parce que prochainement on va demander, l'ADEME notamment au niveau des aides du fonds chaleur est en train d'intégrer cette notion de mise en service dynamique et donc simplement de leur envoyer un lien vers le site Socol, quoi. Voilà, juste pour parce qu'après du coup quand on va sûrement je sais pas comment ça va se passer, si c'est des gens qui sont probatoires peut-être, quand ils vont demander de la transformer en qualification permanente, je sais pas, du coup peut-être qu'entre-temps voilà, il faut l'idée c'est aussi, c'est vraiment pas vécu comme une contrainte, c'est vraiment pour les informer, quoi, pour qu'ils soient au courant, parce que sinon ils vont se retrouver avec des dossiers fonds chaleur où on va leur parler de mise en service dynamique et ils ne sauront pas du tout de quoi il s'agit. Et c'est ça qu'on voudrait vraiment éviter. Donc voilà, on n'est pas dans faut rajouter, c'est vraiment qu'ils prennent le temps d'aller sur le site Socol et de s'imprégner de cette notion-là et de l'intégrer dans la méthodologie. Ça veut dire qu'ils l'ont lu et qu'ils ont compris de quoi il s'agissait. Mais voilà, nous on le souhaite vraiment comme une aide plus que comme une contrainte. Voilà, donc vous, effectivement, votre rôle, c'est vraiment d'inscrire un dossier et de dire si c'est conforme. Hein. Mais bon, après, voilà, pendant la... Si c'est actif maintenant, ça ne sera actif au niveau de la qualif que dans un an, quoi. Hein. Oui, non, mais on est conscient que c'est quelque chose qui va être progressif. Il faut l'introduire, il faut que ça commence à rentrer dans les esprits. Après, c'est aussi progressif au niveau de l'ADEME, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, il y a qu'Auvergne-Rhône-Alpes qui l'a mis en place de manière obligatoire et c'est vraiment à titre expérimental. Donc, si vraiment c'est généralisé aux autres régions, ça le sera que pour le fonds chaleur 2020. Donc, ça va être pareil à partir de mars 2020. Donc, ça laisse quand même le temps que ça se mette en place au niveau de la qualification. C'est pour ça qu'on le fait dès aujourd'hui, vous voyez, pour vraiment qu'on soit plus ou moins synchro. Et pareil, au niveau des réhabilitations, aujourd'hui, c'est que 5 régions en France qui ont mis en place cette procédure au niveau, pareil, expérimental. Donc, ça se fait progressivement aussi pour cette raison, parce qu'on sait que tout n'est pas prêt au niveau des qualifications. Donc voilà, on n'est pas non plus on n'est pas du tout en retard. L'idée, c'est que ça se fasse progressivement, que tout le monde soit au courant progressivement et que tout le monde puisse intégrer cette notion progressivement pour qu'à l'horizon 2020-2021, ça soit quelque chose qui soit déjà qui soit connu vraiment par la majorité des bureaux d'études, sachant que c'est aussi quelque chose qui est la notion, parce que bien sûr vous l'avez sûrement compris par rapport à ce que j'ai présenté dans la mise en service dynamique, on est dans une forme un peu allégée de commissionnement. Donc pourquoi on l'a voulu de manière allégée? Parce qu'au niveau du solaire thermique, on s'est rendu compte qu'un commissionnement global, c'était quelque chose de très cher, qui souvent nécessitait un AMO, et que la filière, elle pouvait pas vraiment se permettre ça parce que c'était trop lourd. Et compte tenu de l'état de la filière, on voulait justement pas rajouter une contrainte ou un coût supplémentaire. Donc on s'est dit, on va vraiment se concentrer sur ce qui est l'essentiel, essayer de fournir le maximum d'éléments à la filière pour que ça puisse être mis en place de manière la plus fluide possible, avec vraiment juste aider les acteurs à
à mieux communiquer entre eux et à formaliser des choses qui de toute façon se font déjà. Les bons bureaux d'études, ils le font de manière intuitive, c'est fait. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui le fait et c'est pas formalisé. Et puis on a voulu aider avec ces supports-là. Mais la notion de commissionnement de manière générale, elle est vraiment lorsqu'on regarde les discussions qui aujourd'hui sont celles des acteurs dans la mise en place, les décisions qui vont se prendre pour la nouvelle RE 2020. Il y a beaucoup d'acteurs du marché qui demandent à ce que il y ait un commissionnement qui soit mis en place. Donc de toute façon, c'est aussi dans ce sens-là que va le marché, pas uniquement pour le solaire thermique, hein. C'est quelque chose qui est globalement dans l'air du temps, on va dire, dans le bâtiment, dans tous les corps de métier, parce qu'il n'y a pas que dans le solaire thermique qu'il y a eu des contre-références, loin s'en faut, et donc dans tout ce qui est aussi ventilation, etc., on le sait qu'il y a des gros soucis aussi, donc donc voilà, la filière globalement du bâtiment, elle va dans le sens d'une structuration, de la mise en place d'une démarche de fiabilisation avec tout ce qui va être justement le suivi, une bonne communication entre les différents acteurs dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de l'installation, et puis une bonne coordination et une structuration qui fait qu'on a une bonne connaissance de l'installation pour pouvoir permettre une bonne maintenance, un suivi et une performance dans le temps. Donc la filière solaire thermique sur ce point-là, elle est quand même en avance et ça va permettre, je pense aussi, d'être un atout dans les années à venir par rapport à d'autres justement filières qui elles n'auront pas encore mis en place justement ces notions-là, ces procédures-là. Donc on n'est pas on est plutôt en avance, plutôt dans les temps même. On n'est pas dans l'urgence, donc on prend le temps de mettre en place cette procédure. La filière prend le temps de prendre en main ces notions-là. Et donc, comme je le disais en introduction, hein, les installateurs, c'est déjà depuis 2 ans dans le déroulé de formation dans la qualification Qualisol collectif. C'est pas dans la qualification Qualibat, mais là l'ADEME elle est en train de faire en sorte que soit ça le soit que la qualification Qualibat elle risque de pas être considérée de la même manière, hein, parce que encore une fois c'est une harmonisation qu'on souhaite. Donc ça va devenir aussi là obligatoire pour le RGE en ce qui concerne les installateurs. Cette notion elle est donc dans le déroulé Socol exploitant que l'ADEME demande aujourd'hui qu'il soit vraiment commune à tous les centres de formation pour le solaire thermique collectif. Et donc aujourd'hui, ça rentre dans le RGE études. Donc on structure la filière avec ces notions-là pour que tout le monde ait ces notions en main et donc globalement ça se fait progressivement, mais il faut qu'on commence à le mettre en place. Et excusez-moi, et économiquement, ça a été évalué parce qu'actuellement, quand même, les installations ont une rentabilité économique qui est quand même limite. Et il y a des aides qui vont être augmentées. Le fonds chaleur va permettre ça. On a des infos là-dessus? Alors, l'aide qui va être augmentée, justement, c'est déjà le budget qui a été rajouté pour les réhabilitations. Ça, c'est quelque chose qu'on demandait déjà depuis quelque temps. Donc, ça va permettre de remettre à niveau des installations qui sont défaillantes. Justement, alors le coût, ce qu'on avait identifié, c'est que souvent, le problème du coût, c'est plus un coût. Les maîtres d'ouvrage, le coût dont ils se plaignent le plus, globalement, c'est le coût de la maintenance. Et ce coût de la maintenance, il est souvent lié au fait que, justement, il n'y a pas eu de concertation, que l'exploitant, il arrive dans une chaufferie, il comprend rien, il n'y a pas les schémas qui sont affichés, il ne sait pas comment ça a été conçu, il ne sait pas comment c'est pas suivi, ou alors le suivi n'a pas été même démarré, ou il ne comprend pas comment ça fonctionne, ou ça a été pas forcément fait de manière cohérente, ou
le suivi a été disproportionné par rapport à la taille de l'installation, donc il coûte trop cher, donc en fait tout est trop cher par rapport aux gains solaires. Et effectivement, là, les maîtres d'ouvrage se disent, ça sert à quoi? J'ai payé une installation et aujourd'hui, finalement, entre le suivi et la maintenance, je perds tout le gain que j'ai à avoir mis du solaire thermique. Et donc, le but aussi de cette procédure, c'est d'éviter ça, parce que finalement, on s'est rendu compte que l'exploitant, on a beaucoup travaillé avec les exploitants et notamment la FEDEN, qui d'ailleurs, s'est engagé au niveau de l'ADEME pour former ces exploitants au solaire thermique. Il y a une grande campagne qui est en train de se mettre en place parce que les deux facteurs de coût par rapport au coût de fonctionnement finalement, dont vraiment on a identifié que c'était un des gros problèmes par rapport au maître d'ouvrage, c'est soit que effectivement l'exploitant il est formé au solaire thermique, mais il n'a pas forcément les bons éléments en main, il ne sait pas comment fonctionne l'installation. Et donc globalement, ce que je disais tout à l'heure, malheureusement, c'est vrai, c'est pas un cas isolé et on me le rapporte régulièrement. L'exploitant, carrément, il l'éteint, quoi. Il condamne l'installation solaire parce qu'il comprend pas comment elle fonctionne et il a pas de données et il dit tant pis, on fonctionne sur la pointe. Donc on arrive à des hérésies complètes. Soit l'exploitant, il n'est pas formé au solaire thermique. Et donc c'est les deux éléments sur lesquels on est vraiment en train de travailler aujourd'hui, parce que la procédure de mise en service dynamique, elle est vraiment destinée à ce que l'installation elle fonctionne et qu'on ait cette connaissance. Donc le coût supplémentaire, il ne devrait pas être là, parce que normalement on remet au maître d'ouvrage une installation qui fonctionne. Donc ça fait partie de toute façon de la mission de la maîtrise d'œuvre du bureau d'études selon le 2014, puisqu'il doit y avoir cette notion de proposer le suivi. Le suivi, on doit s'assurer qu'il y a un suivi. Dans tous les cas, dans le fonds de chaleur, il est obligatoire. Et de toute façon, un bureau d'études qui respecte les bonnes pratiques, il doit, de manière intuitive, faire quelque chose qui se rapproche de près ou de loin à ce qu'on a simplement formalisé par ces outils de mise en service dynamique. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est justement mettre à disposition ces outils de manière complètement libre et gratuite sur le site Socol, pour que justement il n'y ait pas de coûts supplémentaires, pour que le maître d'ouvrage n'ait pas à payer un juriste pour écrire sa clause type, enfin sa clause de ses documents quand il va lancer un appel d'offres, et qu'il n'ait pas non plus à avoir une démarche supplémentaire pour rédiger la charte, puisque la charte elle est fournie aussi au niveau du site Socol. Ça va être encore plus compliqué parce qu'actuellement, sur les dossiers qu'on étudie en qualification, on se rend compte que les missions qui sont confiées au bureau d'études, ce sont plus des AMO que des missions d'ingénierie. Donc, on a cette difficulté, quoi, là aussi. Parce que les bureaux d'études, si vous leur donnez pas les moyens de faire le boulot en amont, en fait, la plupart du temps, c'est l'entreprise qui fait tout, parce que l'ingénierie n'est pas assez valorisée, quoi. Vous voulez dire que, en fait, par rapport au 2014, les bureaux d'études, ce sont surtout des missions d'AMO. Et oui, quand on reçoit les dossiers là, les dossiers pour la qualification, il faut qu'il y ait des références avec étude de faisabilité. Bon, jusque-là, l'étude de faisabilité en général, ça roule. Mais après, dès qu'on épluche le CCTP et qu'on regarde les contrats, ce sont des contrats et des missions d'AMO, quoi. Il n'y a pas de la partie technique. Justement, voilà. Justement, l'AMO également, il va être impliqué dans cette procédure s'il est AMO. Parce que en plus, en discutant, alors justement, j'ai discuté avec donc des maîtres d'ouvrage qui ont fait cette procédure en Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on commence à avoir des premiers retours. Donc notamment, on a un gros bailleur social en Auvergne-Rhône-Alpes qui fait beaucoup de solaire thermique, et donc il a fait 3 installations avec justement cette procédure de mise en service dynamique. Et donc sur les 3, il y en a déjà 2 qui sont en fonctionnement. Donc j'ai fait un point avec le responsable justement du parc. Et lui, ce qu'il m'a expliqué, c'est que justement, notamment dans le neuf, les maîtres d'ouvrage, ils étaient obligés
de passer par un AMO. Et justement là, à ce niveau-là, l'AMO faisait c'était lui en fait qui suivait cette démarche de mise en service dynamique à la place du bureau d'études. Donc de toute façon, dans la charte, je veux dire, c'est tout à fait prévu que ça soit le bureau d'études AMO qui signe la charte. Donc c'est complètement souple et ouvert. Donc on est complètement dans la logique et j'allais dire même raison de plus. Ces bureaux d'études qui sont justement là, dont on leur demande, on va leur demander d'intervenir en tant qu'AMO sur un projet en solaire thermique. Il faut qu'ils aient cette connaissance de la mise en service dynamique, parce que ce qui s'est passé en Rhône-Alpes, justement, et notamment avec ce bailleur social, c'est que ils ont donc demandé, ils ont été obligés de rajouter un bureau d'études en AMO, parce que le bureau d'études qui avait été choisi dans le cadre justement de l'appel d'offres, ils connaissaient rien en solaire, quoi. Donc ils sont obligés de rajouter un bureau d'études spécialiste en solaire 2014 AMO, qui lui-même a réalisé dans ces deux cas précis la procédure de mise en service dynamique, parce que le bureau d'études, entre guillemets, qui était officiellement chargé de la conception, en fait, il comprenait rien en solaire, quoi. Donc, oui, mais ça, ce sont des choses relativement courantes, parce que quand ils choisissent les bureaux d'études et les entreprises, c'est au niveau du prix. oui, le restant, enfin, chez nous, on est loin de faire l'installation. Mais c'est pour ça qu'il faut éduquer les maîtres d'ouvrage et qu'on a Ah ouais, là, il y a un boulot. Oui, mais il y a un boulot, mais il commence par là. Donc, la première chose que j'ai répondu à ce maître d'ouvrage, c'est de lui dire, mais enfin, dans vos documents de marché, incluez cette clause type. Dans ce cas-là, et demander à RGE 1.14, parce que sinon, évidemment, si tous les maîtres d'ouvrage se mettent à faire ça dans les documents de marché, ils vont bien être obligés de choisir un bureau d'études spécialiste. Et dans tous les cas, lorsque la mise en service dynamique, elle est obligatoire, de toute façon, si c'est un AMO, il va être obligé de comprendre en quoi ça consiste. Donc c'est tout à fait cohérent, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'on a ce problème dans le neuf. Mais justement, la mise en service dynamique, elle est aussi destinée à résoudre ce problème dans le neuf, parce que c'est là où on a le plus de contre-références. C'est pas vraiment dans la réhabilitation, dans la rénovation. Donc c'est pour combler aussi ce maillon dont je parlais en tout début, entre la réception, mais ça c'est surtout dans le neuf que ça se passe. Des fois il se passe plusieurs mois, tout est reçu, l'installation solaire elle est reçue, elle est réceptionnée, pardon, mais par contre elle n'est pas mise en service, ou alors elle est mise en service trop tôt. Donc c'est pour éviter ces problèmes-là aussi qu'on a mis ça en place. Et c'est dans le neuf, effectivement, que ça se passe. Mais si le maître d'ouvrage, parce que là, le fonds chaleur, à partir de cette année également, il aide dans le neuf. Il aide le solaire thermique dans le neuf à partir du moment où l'ajout du solaire thermique permet d'aller 15% de mieux que l'RT 2012. Donc, ce qui veut dire que finalement, le solaire thermique, financièrement, il revient, entre guillemets, pas à grand-chose, pas à grand-chose, tout est relatif, mais ce que je veux dire, c'est que en rajoutant cette installation, on atteint le niveau RT 2012 moins 15%, et donc on va bénéficier des aides de l'ADEME, et on va également avoir dans certains cas droit au bonus de bonification du COS, donc de bonus de constructibilité, et donc voilà. Tout ça c'est quand même intéressant, et dans la prochaine réglementation on se dirige sans doute vers quelque chose qui va aller aussi dans ce sens, parce qu'on va renforcer normalement les exigences en matière de performance. Donc, oui, si réglementairement c'est imposé, ça sera plus facile, c'est sûr. Voilà. Donc du coup, encore une fois, la RE 2020 va se mettre en place sûrement plutôt fin 2020, début 2021. Donc on a vraiment, l'idée c'est qu'aujourd'hui tous les acteurs soient prêts. Et donc c'est aussi dans cet objectif-là qu'on
qu'on travaille. Donc les aides de l'ADEME, c'est dans ce sens-là qu'elles ont été augmentées, c'est-à-dire que ils ont élargi en fait les installations qui pouvaient être éligibles. C'est plus uniquement en rénovation, c'est aussi dans le neuf quand donc on est au-delà de l'RT 2012 et c'est aussi pour des réhabilitations. Donc après, ça devrait pas augmenter le coût, sachant qu'encore une fois dans le neuf, ça existe déjà. Comme vous venez de dire, hein, les maîtres d'ouvrage, ils sont déjà obligés de payer un AMO spécialiste en solaire thermique, puisque malheureusement, quand le lot solaire il fait partie de tout ce qui est plomberie, etc., et le bureau d'études n'est pas du tout qualifié. Donc le maître d'ouvrage qui fait du solaire thermique, il le sait. Hein. Donc ce coût, il existe. Donc on ne va pas le rajouter au niveau de la mise en service dynamique. Par contre, à terme, ça devrait, si les maîtres d'ouvrage commencent à s'approprier cette procédure, au contraire, ça devrait pouvoir faire baisser, puisque ils vont comprendre que ils vont être obligés si tous les maîtres d'ouvrage exigent un bureau d'études qualifié et dans les clauses vont intégrer cette notion de mise en service dynamique, dans ce cas-là, ça va se résoudre de fait, puisque de toute façon, le bureau d'études spécialisé sera obligatoirement, ça doit devenir obligatoire. Mais en l'état actuel des choses, de toute façon, le surcoût, il existe de fait. Hein, l'AMO, il est obligatoire. Donc ces bureaux d'études-là, de toute façon, ça ne peut que les valoriser. De connaître cette procédure de mise en service dynamique et de prendre un peu, entre guillemets, un coup d'avance aussi sur les évolutions à venir, quoi. Ok, enfin moi je vois que dans ma zone, en H3, il y a des bâtiments neufs qui viennent d'être réceptionnés, il n'y a pas un poil d'énergie renouvelable. Hein. Comme les besoins en chauffage et autres sont plus réduits, ils cherchent même pas à mettre des énergies renouvelables. Et leur objectif, c'est le coût le plus bas, point. C'est encore comme ça. Hein. Et ça va durer longtemps. S'il n'y a pas un couperet réglementaire, ça va perdurer comme ça. On fait rien, nous, en solaire, ici. Eh bien, je sais, c'est pour ça qu'on espère vraiment que la prochaine réglementation, elle va être beaucoup plus exigeante, parce qu'effectivement... En zone H3, je vois que ça. Ah ouais, en Rhône-Alpes, ils ont sûrement besoin de plus d'énergie, donc ils le regardent, mais ici, ils le regardent même pas. Et même malgré les efforts pour convaincre, on est face à un mur. Hein. Ouais, je sais. En PACA, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est sûr qu'au niveau réglementaire, là, de toute façon, cette RT 2012, ça passe avec du gaz. Donc, forcément, on va pas... C'est clair, hein, c'est sûr. Donc là, nous, on fait notre maximum, hein, en tant que syndicat, pour oui, bien sûr, j'entends bien. Ouais. Hein, et on n'est pas les seuls. Hein, Effinergie, ils vont énormément... On est complètement en phase avec eux dans le même sens. Amorce... Enfin, voilà, tous les acteurs qui a été lancé un petit peu du club de la chaleur renouvelable, on va tous un peu dans ce sens-là. Donc il n'y a pas que le solaire thermique, parce que de toute façon, ce sont les ENR en général qui ne sont pas valorisés aujourd'hui. Donc tout le monde a tiré le signal d'alarme, tout le monde est en train d'essayer de pousser au maximum. Après, voilà, on ne maîtrise pas l'influence des autres lobbies, donc on ne peut pas présumer de ce que va être la RE 2020, mais en tout cas nous on fait notre maximum évidemment pour que les exigences soient renforcées et qu'on puisse avoir un mix énergétique qui fasse qu'on ait aussi du solaire thermique. Évidemment on ne pourra pas en mettre partout, c'est pas ce qu'on demande, mais qu'il y en ait au moins là où c'est pertinent et que ça soit à minima étudié, parce que c'est ça, aujourd'hui, c'est même plus considéré, quoi. Donc, le travail, il est à faire aussi là-dedans, dans la communication, mais tout ce qu'on met en place, on essaie d'aller dans ce sens. Après, malheureusement, voilà, on maîtrise pas toutes les décisions qui vont être prises. Hein.
Je suis désolé, je dois vous laisser. Oui, je vous remercie pour votre présentation. On a un peu débordé, oui. C'était intéressant. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Très bien, écoutez, pour moi ça va être pareil. Merci pour cette présentation et à très bientôt. Merci beaucoup, et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis à aller sur le site Socol si vous avez besoin d'éléments supplémentaires. Très bien, merci, au revoir. Au revoir, merci, bonne journée.